Eh bien bonjour à tous. On attaque dès maintenant le dernier numéro pour l'année scolaire de cette revue, parce que pour tout vous dire, je suis bientôt en vacances, hein, a priori j'y suis même, et on va aller souffler un petit peu avec ma famille. Alors pour terminer la série sur les inégalités, ces petits entretiens qu'on a ensemble depuis quelque temps, je vais refaire un tout petit point sur la répartition en fait, la répartition en termes économiques. Et puis rapidement, on va basculer sur deux sujets qui sont d'importance et qui sont d'actualité. Le premier, ce sera les urgences, et le second, ce sera l'approvisionnement en viande. Qu'est-ce qu'on est susceptible de mettre dans nos assiettes en termes de viande? Si vous êtes prêts, on y va, on est parti? On lance le générique. Alors comme je le disais tout à l'heure, cette semaine, je me suis posé une question. Et cette question, en termes plus économiques que politiques, ça pourrait être qu'est-ce qui pourrait se passer si les inégalités continuent à s'accentuer? Bon, alors la première réponse, le premier cas, c'est tout ce qui peut ressembler à une révolution, une guerre civile ou tout autre scénario catastrophe. Le deuxième cas, et c'est ce qui m'inquiète le plus, ce sont les relents nationalistes, xénophobes, qui se nourrissent des inégalités. Ça a toujours été comme ça. Si on regarde en arrière, je pense que le très fort niveau des inégalités qu'il y avait à l'intérieur des pays européens au début du XXe siècle, tout ça, ça a contribué à la montée des tensions sociales. Ça a contribué à la montée du nationalisme, à la concurrence entre les pays européens, et malheureusement, c'est une des causes qui a mené à la Première Guerre mondiale. Pour faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une tentation dans des pays, alors évidemment, comme les États-Unis avec M. Trump, le champion, mais on voit ça aussi en Inde, par exemple, avec M. Modi, qui est Premier ministre et membre d'un parti nationaliste. Plus près de nous, en Italie, en Hongrie, en Pologne, dans certains pays du Nord, on nous trompe en faisant croire que les réfugiés, par exemple, ils abondent par milliers chez nous. C'est complètement faux. Si on fait le bilan en France, ça représente le nombre de réfugiés qui restent. Ça représente un réfugié par commune. Donc on est loin des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers dont on nous parle et dont on nous rabat les oreilles sans arrêt. Alors, tous ces relents nauséabonds, c'est rapidement, ils visent à mettre en place une tentation de trouver des coupables, de stigmatiser des identités particulières, faute de trouver des solutions qui permettent d'aller au-delà de ces conflits d'identité, et de trouver des façons pacifiques de réduire les inégalités et d'avoir un développement plus apaisé, plus équitable. En termes de cartographie du monde, pour faire un rapport entre l'égalité et les inégalités, c'est très simple. En économie, c'est de regarder quelle est la part du revenu national d'un pays qui va aux 10% des personnes ayant le revenu le plus élevé. S'il y avait une égalité parfaite, il devrait y avoir 10% du revenu total, puisqu'il y a 10% de la population. Et si on avait une inégalité totale, eh bien ce serait 100% pour les 10% les plus riches, d'un côté comme de l'autre. En pratique, c'est un peu entre les deux, mais on se rend compte qu'entre certaines parties du monde, il y a des disparités qui sont importantes, des disparités de distribution ou de redistribution des richesses. Alors ça varie quand même très très fortement. En Europe, on était à peu près à 30% dans les années 80. Ça a monté quand même jusqu'à 40% de nos jours. Alors tout en haut, par exemple, on a le Moyen-Orient, on est à 70%. 70% des richesses qui vont à 10% de la population. Le Brésil, l'Afrique du Sud, on est à 60% à peu près. Les États-Unis étaient au même niveau que l'Europe il y a 30 ans, à 30%. Ils sont montés maintenant à 50%. Et pour cet exemple concret aux États-Unis, ça a certainement fortement influencé l'arrivée de Trump au pouvoir, puisqu'il y a beaucoup de frustration, un sentiment de stagnation des salaires dans beaucoup de familles américaines. Et Trump, il exploite tout ça en divisant les classes populaires, en disant par exemple aux pauvres blancs, le problème, c'est pas de prendre l'argent aux riches blancs comme moi, c'est de taper sur les pauvres noirs ou les latinos. Et tout ça, ça ira mieux pour vous. C'est la stratégie qu'il utilise, diviser pour mieux régner. Ça me rappelle quelque chose, ici, pas plus loin que chez nous, en termes de division. Les riches que les pauvres, les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, les travailleurs, ceux qui ne travaillent pas, les avantages de la SNCF,
Bon, voilà, les avantages des autres, on n'entend pas parler. Hein. Bon, évidemment, tout ça, c'est faux, hein, ça n'ira pas mieux pour eux, hein, c'est clair. Mais c'est une stratégie politique qui, malheureusement, peut s'avérer payante, surtout si de l'autre côté, les démocrates, en tout cas aux États-Unis, ou les partis sociodémocrates en Europe, ne proposent pas de véritable programme d'action pour réduire les inégalités. Autant vous dire qu'on est mal parti à ce sujet. Bon, et bien voilà, la boucle est bouclée en ce qui concerne les inégalités. Vous êtes au courant, vous avez maintenant des données depuis quelques petites émissions sur savoir que les inégalités, il y en a beaucoup, et il y en a de plus en plus, ça fait des années. Et puis vous savez aussi que quand on est occupé à taper sur l'orphelin, du coup on laisse le champ libre à ceux qui sont les plus privilégiés. Je vous disais dans le dernier post ou l'avant-dernier, hein, on tape souvent sur les gens qui profitent d'aide et qui ne devraient pas peut-être, hein, la CAF et compagnie. Tous ces abus, ce sont des abus effectivement, hein, mais tous ces abus, ça représente 0,5% des cadeaux qui ont été faits, des cadeaux fiscaux et avantages qui ont été faits aux plus riches des plus riches. Donc, on peut aller voir chez le voisin aussi. Ok, écoutez, on va enchaîner maintenant tout de suite sur notre deuxième sujet d'importance, hein, puisqu'il s'agit de l'organisation des urgences en France. Hein. Il y a un nouveau décret qui est paru au journal officiel le 1er juin, qui modifie l'effectif médical minimum des services des urgences, hein, puisque désormais, il sera possible de laisser un seul médecin urgentiste gérer à la fois et la permanence du service des urgences et celle du SMUR, en cas de faible activité. Alors concrètement, quelle va être la conséquence de ce décret, hein ? Premièrement, donc, ça concerne les établissements qui font moins de 11 500 entrées dans un hôpital au service des urgences, c'est-à-dire à peu près 30 entrées par jour. On pourra donc appliquer ce décret dans ce cas-là. Il n'y aura donc plus qu'un seul médecin au lieu de 2 actuellement, et concrètement, on va mettre en péril la vie des patients. Attention, hein, la médecine d'urgence, c'est non seulement une spécialité, mais c'est une spécialité qui est pointue, qui est précise, qui est étendue, qui est chronophage si on veut bien faire son boulot. Et pour avoir exercé dans ce milieu-là pendant pas loin de 10 ans, je peux vous affirmer que c'est quelquefois très très tendu, et même à plusieurs praticiens. Bref, du coup, qu'est-ce qui va se passer si le médecin il est affairé sur une urgence et que vous vous présentez ? Alors, premièrement, on va certainement appeler le médecin d'astreinte. Hein, comment ? Alors, question, l'urgence vitale, on la gère comment ? Alors, deuxième solution, on va appeler un médecin qui n'est pas formé aux urgences de l'hôpital, hein, avec les conséquences que ça implique. Ce décret, il va totalement à l'encontre des demandes du personnel, hein, soignant, qui est d'avoir plus de moyens humains. Hein, et là, on en retire. Ça fait des années qu'on retire. Vous voyez ce que ça donne, hein, avec le malheureux exemple de, je crois que c'était à Strasbourg, la jeune femme d'origine africaine, où l'urgence vitale, elle n'a pas été détectée, très mal détectée d'ailleurs, dans des conditions horribles. Le gouvernement, une fois de plus, il part des moyens et il dispatche en fonction des différents besoins. Et on ne peut pas fonctionner de cette manière-là. On marche sur la tête, hein. Il faut partir des besoins et on y met les moyens. Vous n'avez pas décidé un jour de vous casser un bras ou d'avoir un accident de voiture. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Si on part pas de ce postulat, ça pourra jamais fonctionner. Alors Madame Buzyn, ministre de la Santé, elle fait l'inverse. Et malheureusement, elle en connaît les conséquences. C'est ça qui m'inquiète. Elle connaît bien les conséquences de ce qu'elle fait. Alors, il y a quelques semaines, hein, en octobre dernier, Madame Buzyn, elle disait d'ici 2022, je souhaite porter la médecine ambulatoire à 55% et la chirurgie à 70%. Alors comment ? Je vous le donne en mille. Hein. Hashtag mieux soigner. C'est tellement cynique. Alors mieux soigner avec le SMS ambulatoire, voilà ce dont on va parler. Proposition du gouvernement, bien sûr, de la ministre. D'abord, l'ambulatoire, qu'est-ce que c'est ? On rentre en ambulatoire, on a une intervention, on rentre le matin, on effectue une chirurgie ambulatoire, hein, admettons, si c'est ça, et on ressort le soir. Bon,
Alors, cette histoire de SMS, le lendemain matin, vous allez rentrer chez vous le soir, le lendemain matin, vous allez recevoir un SMS qui va vous demander si vous allez bien ou pas bien. Donc, vous allez répondre avec 3 lettres, ou un numéro, ou un code, et c'est même pas une personne qui va analyser et trier, hein, c'est un algorithme. Donc, les pauvres soignants qui demandent à mettre de l'humain dans le soin, pour le coup, on n'y est plus du tout, mais plus du tout, quoi. C'est un mépris total du service public, hein, parce que ça veut dire implicitement que ce temps d'analyse humain, il est jugé non rentable par la ministre, donc pas nécessaire. Aujourd'hui, votre suivi de soins, et dans ce cas-là, ça va être géré par une machine. Alors, 3 lettres, hein, 3 lettres, ça peut être décédé, hein. Êtes-vous décédé? Réponse A, oui. Réponse B, non. Bon, vous voyez bien, on touche vraiment à l'ineptie la plus totale, hein. C'est vraiment incroyable. Alors concrètement, voilà comment ça fonctionne, hein. On aura dans le SMS, en tête de SMS, le nom de l'hôpital. Et ensuite, vous avez des questions. Exemple type, hein. Si vous avez des nausées et des vomissements importants, répondez par NPO, 3 lettres, hein, par SMS. Deuxième question, évaluez votre fatigue. Répondez pas si vous n'êtes pas fatigué, répondez peu si vous êtes peu fatigué, répondez BCP si vous êtes beaucoup fatigué, répondez EXT si vous êtes exténué, et si tout va bien, tapez TVB. Donc c'est hallucinant. Imaginez les vieux, les gens qui sont mal, qui sont rentrés, qui ont mal, qui vont pas bien ou qui n'ont pas le moral. C'est vraiment une honte, hein. Et encore une fois, pour des questions de rentabilité, d'économie sur notre dos, voilà encore ce qu'on nous met sur... C'est pas possible. C'est vraiment incroyable. Cet algorithme, hein, il est fabriqué par une entreprise privée, bien sûr, hein. C'est déjà vendu par package aux hôpitaux de Paris. Ça fonctionne actuellement, hein, dans certains hôpitaux de Paris. Voilà où on en est à gérer des ministères comme des entreprises. Ça continue, et en bout de course, c'est toujours les mêmes qui payent. Vraiment, il faut se le dire, hein. Attention, bientôt, il va plus falloir avoir un accident, hein, parce que si on arrive dans une ville de province, après que le premier médecin, ou du moins le seul médecin maintenant qui sera là et qui sera urgentiste, s'il est occupé, il va falloir attendre. Mais quelquefois, comme son nom l'indique, dans les urgences, on ne peut pas attendre. Donc si on attend, on attend très longtemps alors pour le coup. Voilà. Eh bien écoutez, on va passer à notre deuxième sujet, hein, qui concerne l'approvisionnement des viandes. On va voir ça tout de suite. Bon, il n'y a pas de rapport direct entre les deux sujets, hein, je vous rassure. Mais bon, alors, on parlait justement de cet approvisionnement en viande, hein. Il faut savoir, hein, il y a des négociations qui sont actuellement en cours pour l'arrivée prochaine de la viande brésilienne sur le marché français. Problème, les normes sanitaires ne sont pas les mêmes. Au Brésil, premièrement, on a des exploitations qui s'étendent sur des hectares et des hectares, et les bovins, ils passent leur courte vie sans voir un brin d'herbe, les pieds dans la terre, et tout, c'est de l'élevage intensif, hein, comme on fait en Bretagne pour les poulets. Là, il s'agit de bœufs, hein. Deuxièmement, des bêtes. Alors, on parle de bêtes jusqu'à 200 000 par exploitation. Elles sont nourries au soja, pour prendre jusqu'à 2 kg par jour, hein. Alors avec ce système d'élevage, ils arrivent à tripler, voire quadrupler leur système de production. Le soja, troisièmement, on parlait du soja, il est bien sûr génétiquement modifié, traité avec des pesticides qui sont interdits en France. Alors d'aucuns diront que pour avoir l'habilitation pour exporter aux normes européennes, les règles sont très rigides, hein, et il faut les respecter. Et c'est pas du tout le cas, malheureusement. C'est le ministère brésilien de l'Agriculture qui vérifie et qui contrôle, hein, pour garantir la qualité de la viande exportée en Europe. Le problème, c'est que le ministère de l'Agriculture brésilien, il se trouve aujourd'hui mêlé dans plusieurs affaires de corruption au Brésil, liées à la viande, hein. Les responsables des politiques de contrôle au ministère de l'Agriculture, ils avouent eux-mêmes leur impuissance face à la corruption. Alors, dans la course à la productivité, hein, c'est comme d'habitude, hein, rien n'arrête les éleveurs en ce qui concerne la course, où cette course est freinée, hein. Le Brésil est précurseur en matière de clonage et de viande issue d'animaux clonés. Et cette viande, elle est déjà exportée en Europe, car aucun texte ne l'interdit.
Pour vous donner une idée, hein, le Brésil, c'est 220 millions de têtes de bétail contre 20 millions en France. Alors, j'en parlais tout à l'heure, on ne parle même pas des poulets, etc., etc. Et voilà comment l'Europe actuelle et notre gouvernement nous protègent des cochonneries qu'on peut choper tout le temps. On peut s'étonner, hein, cancer et autres. Faut vraiment pas s'étonner. Eh bien écoutez, on va clore avec ça. Hein, on a tout l'été pour y réfléchir. Moi, je vous remercie une nouvelle fois de réfléchir un petit peu à tous ces sujets. Et puis on va avoir tout l'été pour le faire. On se retrouve donc en septembre. D'ici là, pour ceux qui ont des vacances, profitez-en bien, parce que c'est fait pour ça. Et puis pour les autres, bon courage. Ok ? Bon, bye bye à tous. Ciao.